Je vais attaquer. Visiblement, il y a plein de monde qui sera pas là. Ok, bah merci à ceux qui sont connectés, du coup. Les autres, on leur mettra un taquet, hein. Il y a plus de. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de no-show sur une session. Mais bon, bref. Donc, l'objectif. L'objectif, il est simple, c'est de. Alors, attendez, je coupe un truc, j'ai oublié de faire. Voilà, l'objectif, il est simple, à travers cette session, revenir avec vous sur des bonnes pratiques qui sont en lien avec le fait de devenir speaker ou speakeuse. Et donc, je vais faire une version accélérée qui reprend les principales composantes d'un cursus que je fais ou d'une formation que je donne déjà aujourd'hui sur le sujet. Et pour commencer, donc, je voulais revenir sur une histoire de pourquoi j'ai créé en fait ce support et ce contenu-là. C'est simple en fait, c'est que il faut se placer à... Qu'est-ce qu'il y a. Les gens demandent une connexion, mais n'ont pas de réponse. J'ai pas de... J'ai plus personne qui demande à venir en tout cas. Il faudrait qu'ils reviennent, qu'ils réessayent, mais là, moi, j'ai pas de demande en attente là. Euh, et donc, du coup, ce que je disais, donc, c'est que il se trouve il y a de ça à peu près, je sais plus, moi, c'était il y a 10 ans à peu près, je donnais déjà des conférences et j'avais des collègues qui étaient très, très doués autour de moi et qui ne donnaient pas de conférences. Je ne comprenais pas. Donc je me suis posé la question de est-ce que je suis mauvais et je ne suis pas un bon conférencier, est-ce que je suis un imposteur, etc. Et en fait, globalement, j'avais l'impression que les retours que j'avais étaient plutôt positifs sur les confs que je donnais, donc ça venait pas forcément de là. Et donc j'ai commencé à poser la question à mes collègues pour savoir pourquoi ils ne parlaient pas. Et dans 95% des cas, j'avais toujours deux types de réponses. C'était toujours la même chose. J'avais soit je ne sais pas de quoi parler, ou alors je ne me sens pas légitime. Donc ça, c'était vraiment les deux trucs que j'avais tout le temps. Et je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc à faire, un sujet à travailler autour de ça pour aider les gens à prendre la parole quand ils ont des choses à partager. Et c'est ainsi qu'a été créé ce fameux cursus. Donc vous allez avoir la version accélérée. Donc, moi, juste pour me présenter, donc je m'appelle Jean-François Garot. Donc, je travaille chez Sphère, mais accessoirement, donc je fais partie du GDG. Donc, j'ai créé et cofondé le GDG avec plusieurs personnes, et donc j'ai la chance aussi d'être Google développeur expert depuis quelques années et Mozilla Tech Speaker. Donc, je commence à donner pas mal de confs à travers la France et à l'extérieur. Et donc, à travers ça, j'ai eu la chance d'être participant, speaker et organisateur. Et donc, ça m'a amené à tirer certaines conclusions, certaines observations qui font que j'ai pour objectif de vous faire gagner du temps et d'éviter de reproduire les mêmes erreurs que j'ai pu faire lors de mon parcours de speaker. Et globalement, je pense qu'on a plutôt peur de ça. Alors, pour ceux qui connaissent ce contexte, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais plutôt m'adresser à cela. Donc, le monsieur à droite n'avait pas réellement un ballon, hein, je vous rassure. Mais donc, on est en fait au moment de la mort de Nelson Mandela et Barack Obama fait un discours. Donc, c'est super, c'est la classe, etc. Et là, à droite, on lui dit, alors toi, tu vas traduire en langue des signes le discours de Barack Obama. Et il a dit, sauf que le problème, c'est qu'en fait, il savait pas. Il connaissait pas la langue des signes. Et ce monsieur, il s'est pas démonté. Il est quand même allé traduire le discours en langue des signes comme lui, il pensait qu'on pouvait traduire avec des signes. Sauf que ça s'est vu. Ça s'est vu que c'était pas la vraie langue des signes. Et donc, il symbolise plutôt bien, pour moi, cet homme, il symbolise plutôt bien ce qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Donc, le syndrome de l'imposteur, on va le paraphraser. Donc, c'est les personnes atteintes du syndrome de l'imposteur expriment une forme de doute maladif qui consiste essentiellement à nier la propriété de tout accomplissement personnel. En gros, on n'est jamais assez bon pour ce qu'on fait. On va toujours découvrir que on va mettre en avant nos faiblesses, etc.
Et moi, je considère qu'on n'est pas des imposteurs, on est plutôt des caliméros. On a plutôt tendance, au contraire, à se dire, mais non, je suis pas assez bon, alors que pourtant, j'ai remarqué, on aime partager. On aime partager avec les gens, et ça se voit à travers plusieurs aspects. Quand on parle des développeurs, développeuses, on fait du partage très régulièrement. On fait du partage, ne serait-ce qu'à travers les code reviews. En fait, on est en permanence en train d'échanger. À la pause café, on donne des conseils à nos collègues. Et donc, je me suis dit, mais finalement, le problème n'est pas qu'on a des gens qui sont des imposteurs, mais plus des gens qui n'osent pas prendre la parole. Parce on n'est pas. Pourquoi finalement, nos collègues, on n'a pas peur de partager des choses avec eux, alors qu'à l'extérieur, tout d'un coup, on a peur de partager. C'était ça l'élément déclencheur, en fait, qui me faisait dire que le problème de je ne suis pas légitime, en fait, il n'existe pas. Il n'y a pas de je ne suis pas légitime. Il y a juste je n'ose pas être légitime. Parce que si on ose partager avec ses collègues, ça veut dire soit deux choses. Bah, soit nos collègues sont vraiment très mauvais et on passe notre temps à partager avec eux pour les faire grandir, soit on a tendance en général à estimer ses collègues, enfin ce que j'espère quand même. Euh, et donc, le problème n'est pas le fait que vous ne soyez pas légitime, mais plutôt que vous avez peur de tomber face à des gens qui vont essayer de mettre à mal vos connaissances. Donc, le problème ne vient pas tant de la légitimité de l'information que vous avez donnée, mais plutôt du public extérieur et de la vision que vous vous en faites. Donc, faut bien avoir en tête. Après, on va voir un petit peu après que globalement, le public est plutôt bienveillant d'une manière générale et qu'il n'y a pas de mauvais sujets, il y a juste des mauvais contextes où aller proposer des sujets. C'est plutôt ça qu'on va voir. Et c'est ce qui va amener aussi à une information donc, qui va vous permettre donc de voir que vous avez la possibilité d'aller parler. Et chose très importante, quand même qu'il faut bien avoir en tête, c'est que à partir du moment où vous allez rentrer dans le rôle de speaker ou speakeuse, vous allez rentrer dans un cercle vertueux. En fait, le cercle vertueux, il va revêtir plusieurs aspects. Un, si vous avez peur déjà d'être mis à mal par rapport à votre contenu, forcément, vous allez tendance à avoir à le creuser plus, pour justement ne pas être sec face à cette phase de questions qui vous fait peur. Donc, vous allez monter en compétence encore plus sur le sujet initial. Ça, c'est un premier aspect qui est vertueux. Deuxième aspect, c'est vous allez rencontrer des gens. En fait, vous allez rencontrer des gens qui sont pertinents et qui vont vous aider à grandir. Vous allez découvrir, échanger, etc. Ça, c'est donc des choses qu'on va gagner en fait petit à petit. Par exemple, moi aujourd'hui, j'ai la chance de m'occuper d'une agence de développement informatique. Si j'ai ce rôle-là aujourd'hui, c'est parce que tout au long de ma carrière de speaker, en fait, j'ai pris la parole, j'ai rencontré des gens, je me suis créé un réseau, et j'en suis là aujourd'hui grâce à ça. J'en suis convaincu. Donc ce cercle vertueux, il vous enrichit. Par contre, attention, c'est très important que vous ayez bien en tête que la personne, avant tout, qui va bénéficier de ça, c'est vous, pas votre boîte. Bien entendu, votre boîte, elle va d'une manière externe rayonner à travers ça, mais c'est avant tout vous qui allez récolter les lauriers de ce savoir et de ces informations-là. Pourquoi je dis ça? Parce que si c'est vous qui en premier lieu bénéficiez des avantages, ça sous-entend aussi qu'il va y avoir qu'il va y avoir pas mal d'investissements personnels. Se lancer dans des carrières de speaker, créer des talks, etc., ça prend du temps. Et dites-vous bien que notre job, c'est pas d'être advocate. On n'est pas des développeurs ou développeuses advocates. Donc c'est pas notre métier de donner des conférences. Donc si c'est pas notre métier, on ne peut pas non plus se permettre de demander à notre boîte de consacrer 100% du temps qu'il faudrait pour créer des conférences. Donc ceci étant dit, voilà. Maintenant, on a vu la première partie, donc qui était si je veux, je suis légitime. La deuxième partie, le deuxième sujet, c'est comment on trouve un sujet.
Et ben, je vais vous partager une technique en fait assez simple et assez efficace. Hop, je coupe les micros de ceux qui ne l'ont pas fait, qui marche plutôt bien. Je vais vous présenter cette courbe. Cette courbe, en fait, elle s'appelle la courbe du hype de Gartner. Et en fait, elle est applicable aussi bien à des technologies qu'à des méthodologies. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui démarre, ça démarre ici, dans la partie technologie trigger. Donc, il y a ici toute une phase de promotion. On parle de la techno, de la méthodo, etc. Il se trouve que ça marche et que ça génère beaucoup d'attentes. Donc là, on est dans le pic des attentes, tout le monde va en entendre parler, etc. Après, les gens commencent à l'utiliser et se rendent compte que bah, finalement, ça ne fait pas tout ce qui était prévu. Ça fait que le café, ça ne fait pas le thé, etc. Enfin, des choses comme ça. Enfin, ceux qui avaient compris à l'origine comment ça fonctionnait continuent, insistent, et on arrive sur ce qui s'appelle le plateau de la productivité. Donc le plateau de la productivité, on va aller sur des sujets plus approfondis. Pourquoi je vous parle de cette courbe? Je vous parle de cette courbe parce que d'une manière générale, dans votre veille ou dans votre travail perso, vous êtes quelque part dans cette courbe, en fait. C'est ça qui va vous aider à trouver des sujets. Ça va être un premier indicateur. Le premier indicateur va donc être qu'est-ce que je fais? Je prends du recul sur ce que je suis en train de faire dans mon taf et je prends du recul sur la veille que je suis en train d'effectuer. De cette manière-là, je vais savoir où est-ce que je vais me positionner. Ici, par exemple, ça va être des sujets plutôt de type découverte sur des technos émergentes. L'avantage, c'est qu'on va avoir tendance à effleurer forcément, on ne va pas forcément aller très loin. Cependant, ça nécessite quand même d'avoir une certaine crédibilité pour être capable de présenter des sujets comme ça, parce qu'il faut créer l'envie. Donc, il faut trouver le moyen, à travers le peu de ressources qu'on a, de donner envie et d'être moteur. C'est quelque chose qui est assez chronophage d'être ici. Ici, il y a énormément d'attentes. Beaucoup d'attentes. C'est des sujets qui sont mainstream, donc c'est pas évident. Le trou de la désillusion, c'est plutôt des sujets de type retour d'expérience. On a testé, ça n'a pas bien marché, par contre, on va vous partager ce qui marche pas et comment faire mieux. Et enfin, le plateau de la productivité, ça va plutôt être des sujets du type, bon, bah, voilà, j'ai maintenant 10 ans d'expérience sur ce sujet-là, ou au contraire, en fonction de la techno, ça dépend, hein, ça peut bien entendu être moins, mais on est mature sur cette techno-là ou sur cette méthode, et on vient partager avec vous quelles sont les bonnes pratiques, comment aller vraiment loin dans la théorie, etc. Ça, c'est un premier truc. Prendre du recul par rapport à nous, notre positionnement. Et deuxième chose qui va vous aider, c'est savoir si vous allez être seul ou accompagné. Parce que, en fait, si on est seul ou accompagné, on va creuser plus ou moins un sujet. En effet, ne réfléchissez pas forcément toujours l'aventure comme l'aventure de speaker-speakers comme étant quelque chose de solo. Ça peut être quelque chose qui se fait à plusieurs. Moi, je donne régulièrement des talks en binôme. Et d'un point de vue organisateur, c'est pareil, on le sait. Si quelqu'un a donné une conférence, j'entends rien. Bah, je pense que les autres entendent normalement. Ou alors je parle dans le vent depuis tout à l'heure, mais ça a bien commencé. On entend. Ouf. Merci. Du coup, je disais, nous en tant qu'organisateurs, on sait que quelqu'un qui présente un talk à deux, ça veut dire aussi qu'il y a eu deux personnes qui ont revu le sujet et donc potentiellement une qualité supérieure. Parce qu'il y a eu deux regards. Et enfin, on va se poser la question sur la gestion du temps. Parce que, en fonction du timing, on ne va pas traiter un sujet de la même façon. En effet, les talks rapides, 5 à 15, 20 minutes, ont plus pour objectif de créer l'envie. C'est des sujets qui sont assez intéressants pour s'exercer en termes de timing. Parce que ça vous force à vous focus sur un sujet. Je sais que potentiellement, des fois, on a envie de traiter de plein de trucs, mais l'avantage de ce format-là, c'est qu'il va vous permettre de n'être focus que sur un seul point, de la méthode, de la techno, des choses. Comme ça, vous n'allez pas trop déborder et vous allez être capable de traiter plusieurs sujets. Le Tools in Action, j'ai mis 30 minutes, mais en fait, c'est plus un titre indicatif. C'est plutôt un format au sens démonstratif. Le Tools in Action est quelque chose qui se veut être pratique. On va montrer une démo, on va coder ensemble une librairie ou des choses comme ça. Donc, c'est quelque chose de très pratique, dans lequel on va avoir du live coding. C'est donc un format qui demande beaucoup de répétition.
qui nécessite de faire attention à tout ce qui est effet démo. La conférence, c'est l'endroit maîtresse, c'est l'endroit maître où tout le monde veut aller. Mais le problème d'une conférence, c'est que 40 minutes ou 60 minutes, c'est des temps sur lesquels on peut très vite s'égarer. À titre d'exemple, la toute première conférence que j'ai donnée pour m'exercer, je pensais, c'était au tout début de ma carrière, je l'ai fait face à des collègues, et je m'étais dit, bon, je vais faire une conférence de 40 minutes, tout dans le genre. J'ai tenu 2 heures. Donc, c'était pas bon. C'était clairement pas bon. J'avais un gros problème de timing. Et de la même façon, ça nous est déjà arrivé de voir aussi au DevFest, une fois, quelqu'un qui est sur ce temps-là a fait 15 minutes. Ben, dans l'autre sens, c'est pareil, c'est pas bon non plus. Ça va pas dans ces cas-là. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que sur le format conférence, c'est là où tout le monde veut aller et c'est là où on va s'égarer le plus. C'est en général un des formats qui nécessite d'avoir eu quand même un minimum de répétition. Ensuite, l'université, elle est beaucoup plus longue et c'est plus proche de ce que pourrait être une formation, en fait, j'aurais tendance à dire. Donc, comment on va faire pour pas déborder, etc. Beaucoup de contenu à produire, c'est assez long. Et ça, par contre, c'est un format que j'aime beaucoup. Alors, ça s'appelle Hands-on, Code Lab, Atelier, enfin, ça a plein de noms. Globalement, c'est quoi? Il y a des gens qui sont avec un sujet, un atelier, une machine. Ça se prête aussi à des ateliers agiles, hein, bien entendu. Et on va faire pratiquer les gens. Et donc, si on fait pratiquer les gens, un des avantages de ce format-là, c'est qu'on va casser la barrière qu'il y a entre nous et le public. Parce qu'on va participer avec le public, on va être avec eux. Donc ça, c'est un format qui est assez intéressant pour les gens qui débutent. Parce qu'il n'y a pas cette notion de je suis derrière le pupitre, je m'adresse à une audience. Non, je suis avec l'audience, en fait. Donc c'est un peu plus sympa. Par contre, ça nécessite quand même un prérequis, c'est de vous dire que les participants n'auront pas suivi vos prérequis. Et le deuxième, c'est de vous dire que les participants n'auront pas de Wi-Fi. Voilà. Maintenant, il faut que vous travaillez vos setups par rapport à ça. Si on reprend par rapport à la courbe, ce qui est intéressant, c'est donc si on mixe tout ça pour essayer de trouver son sujet, on va voir en fait que des sujets initiatiques, ils peuvent se prêter aussi bien à des formats courts. En gros, le 20 minutes, on peut le retrouver un petit peu partout, sauf sur le plateau de la productivité, ça ne va pas trop servir. Et pas trop sur le trou de la désillusion. Donc on va retrouver ici des sujets de 20 minutes, ici et ici. Des Code Lab, on va pouvoir en retrouver là, parce que c'est pas mal pour faire, si on veut faire adopter une techno ou une méthode et qu'on a besoin d'en parler, c'est bien de faire pratiquer les gens. Donc on va pouvoir retrouver des ateliers ici, ou même sur le plateau de la productivité, parce qu'on va pouvoir on va vouloir amener les gens plus loin. Les conférences, on va en avoir aussi bien ici, qu'ici, qu'ici, qu'ici. Les conférences, on les a partout. Et les tools in action, c'est pareil, c'est pas mal pour des technologies trigger, c'est pas mal aussi sur le pic des expectations ou sur le plateau de la productivité. Maintenant, ça c'est un outil que je vous donne, que vous allez pouvoir utiliser pour justement vous poser des questions, prendre du recul. Et à chaque fois, il faudra vous poser la question suivante. 1, qu'est-ce que je fais? 2, sur quel timing? Et 3, avec qui éventuellement? Ça, c'est important. Ça va vous permettre d'identifier vos sujets. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Dites-vous bien qu'en fonction du contexte, on va en parler ou pas. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Prenons un exemple simple dans le monde des développeurs. Parlons du sujet Git. Aujourd'hui, parler de Git en conférence, c'est pas ce qu'on va voir le plus. Pour autant, il y a énormément de boîtes qui ont encore besoin d'être formées à Git et qui auraient besoin d'avoir des conférences sur Git, sur comment ça fonctionne, etc. Et donc, on voit bien qu'un sujet, en fonction du contexte dans lequel on va le donner, bah, il va avoir du sens ou pas. De la même façon, peut-être que dans votre boîte, ça a du sens encore de faire des conférences sur Git. Et c'est pas grave. Ce qu'il faut bien avoir en tête, et je vais y revenir après, c'est que la finalité de donner des conférences, c'est pas les confs. C'est pas de se dire je vais finir par donner une conférence à un DevFest. Non, si on rentre dans l'optique de donner des conférences, c'est par envie de partage. Si on le fait juste pour aller dans les DevFest, c'est qu'on est intéressé. Et donc, on est en train de se détourner de l'objectif initial, qui était le partage d'informations et le cercle vertueux que ça va générer. Donc,
Une fois qu'on a notre sujet, on va donc se poser la question de où on va aller. Soit on va pouvoir le faire dans sa boîte, donc en général, il y a des initiatives qui existent. Il ne faut pas hésiter à en créer éventuellement. Cependant, j'aurais tendance à vous conseiller de privilégier des initiatives qui prônent des talks de pas plus de 20 minutes. Pourquoi? Parce que sinon, imaginons, donc ça c'était un cas que j'ai vécu dans une précédente boîte, il y avait tous les derniers jeudis de chaque mois, il y avait une conférence. C'était une conférence d'une heure. Et donc moi j'avais régulièrement des sujets sur lesquels je voulais partager. Et une fois, donc c'est vrai, hein, donc, on est en avril, là, je suis venu voir l'organisateur des confs, et je lui ai dit, bah écoute, tiens, j'ai un sujet que je voudrais partager, c'est ça. Alors, il regarde son agenda, il me dit, ok, bah tu peux revenir en mars de l'année prochaine. Donc là, vous vous rendez bien compte que c'est pas acceptable. C'est pas possible que mon envie de partager soit repoussée d'un an. C'est quelque chose qui ne va pas. Et si au contraire ça avait été des sujets de 20 minutes, bah, on aurait pu en caser plusieurs, etc. L'avantage aussi de passer par des sujets de 20 minutes, c'est que vous allez pouvoir laisser les gens s'exercer sur leur capacité d'expression orale. En fait, on va voir si les gens débordent ou pas. Sur 20 minutes, c'est difficile de déborder au-delà de 30 minutes, ou c'est difficile de déborder en dessous de 10 minutes. Donc, ce qui fait que c'est des temps qui sont plutôt acceptables en fait en termes de partage. Donc dans sa société, il faut voir ça. De la même façon, n'hésitez pas à créer ou détruire des choses qui existent. Pareil, dans une précédente boîte, j'ai créé un rendez-vous. Donc quand j'étais chez Lucas, Lucas c'est une boîte qui fait du SIRH. Et qui fait notamment aussi tout ce qui est note de frais, congés, etc. Et les congés, pour eux, c'était important. Et donc, j'avais créé les RTT, les Rabbit Talk. Le deuxième T, enfin, le premier T, c'est celui de Rabbit. Et le concept, c'était quoi? C'était tous les vendredis, à 11h45, il y avait une conf de 15 minutes sur un sujet libre. C'était pas forcément technique, mais ça avait juste pour objectif de forcer les gens à prendre la parole. Et chaque semaine, chacun choisissait son successeur, de façon à ce que, en mode Ice Bucket Challenge, etc. Donc ça a bien marché, ça a marché un temps. Et puis au bout d'un an, moi j'ai senti qu'il y avait un essoufflement du concept, et bah, j'ai proposé à mes collègues de tuer le projet pour créer quelque chose d'autre. Tout le monde sur le coup m'a dit non, 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 c'est trop bien, vas-y, on continue, etc. Il se trouve que je suis parti de Lucas. Et un mois après mon départ, bah, les RTT ont définitivement arrêté de fonctionner parce que j'étais plus là pour m'en occuper. Donc j'avais raison en fait, dans l'absolu, de vouloir tuer ce concept. Et c'était pas un mal, c'était juste que je voulais créer quelque chose de nouveau. Et là où je veux en venir, c'est que dans sa boîte, c'est important de se poser régulièrement des questions autour de ça, de laisser la possibilité aux gens de créer des initiatives. Il ne faut pas les bloquer dans la créativité. Cependant, il ne faut pas non plus trop imposer. Et partir du principe que s'il y a un rituel, il doit vivre ad vitam aeternam. C'est quelque chose qui doit évoluer avec le temps. Donc, dans sa boîte, c'est un bon outil, c'est un bon moyen de partager avec bienveillance. Après, on va se retrouver à l'extérieur. Une fois qu'on a commencé à s'exercer un petit peu en interne, et ben on va commencer à aller discuter dans les meet-up. Là encore, on se retrouve face à un public bienveillant pour une raison très simple. Les gens n'ont pas payé pour venir vous voir. Et ça fait toute la différence. Et c'est ce qui fait que je vous incite à passer par ces cases-là. C'est que à partir du moment où on va arriver sur des confs type DevFest d'ordre national, les gens auront payé. Et quand ils ont payé, ils attendent une qualité qui est complètement différente. Donc en meet-up, c'est pas le cas. Personne ne paye aujourd'hui pour aller dans les meet-up, sauf certains meet-up, bien entendu, mais d'une manière générale, vous l'avez vu, tous les meet-up qu'on a. Alors j'ai vu qu'il n'y avait pas que des Nantais, mais bon, bref. Quelle que soit la ville, aujourd'hui, il y a plein de meet-up gratuits sur plein de sujets divers. Et en plus, ce qui se trouve, qui est bien, c'est que tous ces meet-up-là, ils ont tous une problématique, trouver des sujets pour vivre. Donc si vous allez les voir de façon proactive, en mode, tiens, j'ai un sujet, si tu veux, qu'on peut traiter, eh ben, ils vont être plutôt contents et ils vont vous accueillir au contraire, les bras ouverts, quoi. Donc c'est un bon moyen d'aller tester votre sujet à l'extérieur face à un autre public. Et enfin, on va arriver sur la dernière case, qui est la case conférence, que tout le monde vise. Mais comme je vous disais, c'est pas forcément une fin en soi.
là, ce que je suis en train de donner là comme contenu, je le fais en cursus, donc j'ai un autre contenu que je délivre très régulièrement le midi. Je le fais face à des audiences qui sont de 5 à 10 personnes. Et je suis aussi content d'aller donner des conférences face à 5 à 10 personnes que de donner une conférence comme j'ai pu le faire, comme j'ai eu la chance de le faire en décembre dernier à Dot CSS. À Dot CSS, il y avait 800 personnes. Je crois que c'était ma plus grosse conf. Bah, c'était très bien, mais c'est pas ce que je cherche. Avant tout, moi, ce que je cherche, c'est le partage. Le fait d'échanger avec des gens. Donc, être face à 5 personnes ou face à 800, c'est sûr que c'est pas les mêmes proportions, mais mon envie à la base est de partager. C'est ça qui est important, quel que soit l'endroit. La conférence, c'est pas la fin en soi. Et donc, pour passer dans cette case conférence, il y a systématiquement, enfin le plus souvent, un call for paper ou call for proposal, plus communément appelé CFP. Si vous voyez CFP, c'est ça en fait. Et donc un CFP, c'est quoi? C'est un outil. Le plus souvent, enfin, quand les confs ne sont pas équipés, bah, c'est un bête formulaire en fait, dans lequel des orateurs et oratrices potentielles vont venir proposer des sujets pour la conférence. Donc nous, on en a un au DevFest Nantes, il est ouvert, là, ça y est. Donc si vous allez sur le site du DevFest, vous pourrez déjà proposer des sujets. Vous aurez jusqu'au 31 mai pour proposer vos sujets. Maintenant, on va voir ensemble les différentes règles d'un CFP. Et donc, la règle numéro 1 d'un CFP, c'est vous n'allez pas être retenu. Et la règle numéro 2 du CFP, c'est vous n'allez pas être retenu. J'insiste là-dessus énormément parce que il faut avoir en tête plusieurs éléments. Aujourd'hui, les conférences sont quelque chose qui a été identifié par beaucoup de boîtes et beaucoup de monde comme étant un vecteur de communication efficace. Et donc, la multiplication des gens qui veulent partager est énorme. C'est très bien du coup, c'est génial qu'il y ait beaucoup de gens qui veulent partager, je trouve ça super. Par contre, ça nous fait vraiment beaucoup de confs à chaque fois à traiter. Par exemple, à titre d'exemple, le DevFest, nous, ça représente 70 conférences. L'année dernière, on a eu plus de 500 propositions de sujets. Donc, vous imaginez bien 500 propositions versus 70 sessions qu'on doit retenir à la fin. Eh ben, forcément, on ne va pas retenir tout le monde. Et les raisons sont nombreuses et multiples. Donc, soit des fois votre sujet il était hors sujet, soit il y avait quelqu'un de plus pertinent que vous sur le sujet, ou des fois ça se joue à pas grand chose. Enfin bref, les raisons sont multiples. C'est la raison pour laquelle, face à la concurrence, il faut partir du principe qu'on ne va pas être retenu. Ça évite du coup la déception. On le sait, bien entendu, on a cet espoir et on aura au contraire, ce qui pourra vous arriver de pire, bah, c'est d'être retenu en fait. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir la chose. La deuxième chose à prendre en compte, qui je sais est difficile et qui n'est pas agréable, c'est de se dire que vous ne saurez pas en plus pourquoi vous n'avez pas été retenu. Parce que là, ça c'est un élément très important à prendre en compte. Aujourd'hui, les équipes qui organisent les événements, les conférences comme ça, c'est des gens qui sont bénévoles. Nous, au DevFest, on est bénévoles. Organiser le DevFest, ce n'est pas notre métier. On a tous un métier à côté. Et on fait ça sur nos heures. Bah là, vous voyez, on est entre midi et deux parce que j'étais sur une mission avant et je vais continuer après cet après-midi. Et donc, euh, et donc, ce temps qu'on a, nous, à dispo, il est limité. Et donc, si on a un temps limité, de la même façon, si on fait vite les calculs et qu'on regarde, je vous disais tout à l'heure, plus de 500 propositions versus 70 sujets, bah, si on fait les calculs, il y a minimum 430 sujets qui ont été refusés, pour des raisons diverses et variées. Et automatiser la chose, bah, c'est pareil, des fois, c'est compliqué. Parce que ce qui fait qu'on a refusé une conf, les gens seraient potentiellement pas toujours capables d'accepter la réponse, etc. Bref. Donc, on ne peut pas faire des réponses individuelles. Et on ne peut pas non plus les automatiser. On a déjà réfléchi à la chose, il y a toujours des cas particuliers qui font qu'on ne peut pas automatiser. Donc, il faut partir du principe qu'on ne va pas forcément vous expliquer pourquoi. Cependant, bien entendu, si vous êtes vraiment curieux et que vous avez envie d'en savoir plus, eh bien, vous pourrez aller nous pinguer. On prendra du temps. Par contre, ça se fera a posteriori, etc. Mais ce n'est pas au moment du refus que vous le saurez. Donc,
Maintenant, c'est le moment où je vais enfoncer des portes ouvertes. Il y a plusieurs choses à prendre en compte quand vous allez rédiger votre CFP. Un, le titre doit donner envie. Alors, c'est logique, mais c'est pas tant pour les organisateurs que votre titre doit être important, c'est vraiment pour les participants. Pourquoi? Parce que, en fait, le titre que vous allez mettre dans le CFP, il va se retrouver dans le programme à la fin. Et donc, nous, en tant qu'organisateurs, on prend la peine de lire chacun des CFP. On lit tout. Et on lit tous les sujets, etc. Donc, on ne s'attarde pas là-dessus. Par contre, dites-vous bien que le jour J, vous allez faire face à un public qui fonctionne comme ça. Et tu vas voir quoi comme conf? Ah bah attends, moi je regarde le titre, et puis il se base juste là-dessus, parce que en format papier, ce qu'on leur donne, ou ce qu'on trouve le plus souvent, quand on regarde les agendas, c'est le titre qui ressort en priorité. Et c'est pas la description. Et donc les gens vont se baser à 50% là-dessus. Il y en a qui auront fait l'effort de faire leur programme à l'avance, etc. Tant mieux, c'est bien. Mais il y a quand même un grand pourcentage de personnes qui, eux, ne vont pas faire cet effort. Retour d'expérience, justement. On est en 2012. En 2012, je donne une conférence au DevFest Marseille, sur une technologie qui s'appelle WebRTC. Et le nom de ma conf s'appelait Découvrez WebRTC. En parallèle sur le même créneau horaire, il y avait un an avant, pour rappel, en 2012, c'est un an après l'annonce des Google Glass. Et donc, sur le même créneau horaire que moi, il y a quelqu'un qui propose une conférence sur les Google Glass. Et le public du DevFest Marseille est composé à 95% d'étudiants. Je démarre ma conf. Dans ma conf, il y a 3 personnes. Il y en a un, c'est un copain. Il y en a un autre, c'est parce que dans sa boîte, ils étaient 3 et chacun se répartissait une salle. Et le troisième, c'est parce que le sujet l'intéressait. Parce qu'il avait envie d'en savoir plus. Donc, je l'ai un petit peu mal pris sur le moment. Mais je me suis quand même remis en question suite à et sur le fait que, en effet, si on prend du recul sur mon titre face au public, découvrez WebRTC. Moi, je suis étudiant. Je vois d'un côté Google Glass, le truc qui est hyper trendy, que tout le monde a envie de savoir comment ça fonctionne, etc. Et de l'autre, un titre sur lequel je ne sais rien en fait. Découvrez WebRTC. Bon bah ok, il y a Web, RTC, je ne sais même pas ce que c'est. Je me suis dit, OK, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai renommé cette conf après en WebRTC, la visio dans votre navigateur sans plugin. Alors, c'est pas un titre hyper sexy, c'est pas un titre drôle, etc. C'est pas grave. Par contre, il donne beaucoup plus d'éléments, en fait. Il dit que c'est concernant le web, il parle 2012, il faut se replacer aussi dans le contexte, c'était les débuts d'HTML5. Il y avait encore Flash à l'époque. Donc le sans plugin, c'est justement pour dire que c'est quelque chose qui est pas, ça sous-entend que c'est pas avec Flash. Et la visio, c'est en effet le cœur de WebRTC, de la techno de. Donc à partir de là, quelqu'un qui lit le titre, il sait qu'on va parler d'un nouveau protocole de visio dans le web. Et donc potentiellement, ça va lui donner beaucoup plus de clés et d'éléments pour venir. Il se trouve qu'à la suite de ça, j'ai toujours eu du monde dans ma conf. Donc, est-ce que c'était lié ou pas? Je ne sais pas, on verra. Mais je suis quand même convaincu que le titre doit être le reflet doit donner un minimum d'éléments pour donner des arguments aux gens pour venir dans votre conf. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la description décrit le contenu. Deuxième porte ouverte, je défonce une deuxième porte ouverte, c'est simple. L'idée, c'est de se dire, on va faire un teasing là. Et surtout, très important, n'hésitez pas à définir aussi le niveau pour lequel ça s'adresse, votre conférence. En effet, toutes les conférences ne proposent pas un mécanisme de c'est une conf débutant, intermédiaire ou expérimenté. Donc, n'hésitez pas à utiliser le champ de description pour ça. Par exemple, à travers une simple phrase du type cette conférence est une conf initiatique de découverte, etc. Comme ça, pour les gens qui ont lu la description, s'ils sont déjà au courant de la techno et qu'ils voient que c'est une conf qui a juste pour objectif d'être initiatique, ils vont passer leur chemin. Ça ne sert à rien. Ils ne vont pas venir voir votre conf et du coup être déçus parce qu'ils se diront ah ben non, mais j'ai encore rien appris dans cette conf. L'objectif est donc de faire un teaser. Ça, c'est pareil, ça s'adresse avant tout aux participants. Mais attention,
c'est un contrat que vous rédigez avec votre participant. C'est vraiment très important parce que malheureusement, on le voit encore trop souvent, chaque année au DevFest, on a des confs qui ne correspondent pas à la description. Il y a des choses qui étaient promises et en fait, quand on voit la conf, bah, ça ne correspond pas. Donc c'est pour ça d'ailleurs que cette année, nous, l'année dernière, dans le mur de feedback, on a rajouté une case hors sujet pour pointer du doigt justement tous ces conférenciers ou conférencières qui ne respectent pas la descriptive. C'est vraiment très important d'avoir ça en tête. Quand vous écrivez ce descriptif, il va se retrouver à la fin dans le programme et donc les gens vont s'attendre à ça. Essayez donc de prendre la place du participant. Mais le plus simple, en fait, pour prendre la place du participant, finalement, c'est quoi? C'est de demander à vos collègues. Je pense que ce processus de CFP est plus efficace s'il est partagé avec ses collègues ou sa famille, enfin, si vous avez dans votre entourage des gens qui sont techniques ou qui sont capables de comprendre les problématiques. Pourquoi? Parce qu'en en fait, on va itérer aussi bien sur le titre que sur le descriptif pour faire ressortir certains éléments. Donc ça, toute cette phase-là sera enrichie grâce à un échange que vous aurez avec vos collègues, etc. Par exemple, nous, ce qu'on fait à Sphère Nantes, c'est que j'ai créé un Google Docs dans lequel j'ai demandé aux Nantais de poser leur sujet, le titre, le descriptif, etc., tout un ensemble d'éléments. Et avant qu'ils proposent un sujet dans un CFP, je leur demande de passer par cette case-là, pour être sûr que ça passe bien par une review interne. Ensuite, essayez de prendre la place de leur gars. Mais ça, en fait, ça va se faire à travers deux choses. Un, vous allez donner des références. Alors, les références, c'est pas forcément « j'ai déjà donné le talk », parce que bien entendu, on le sait, un talk n'est pas forcément prêt au moment où le CFP est soumis. Et d'ailleurs, je vous incite, si c'est des nouveaux sujets, à ne pas forcément préparer votre conf, parce que vous souvenez-vous des règles 1 et 2. Si vous n'êtes pas retenu et que vous avez préparé un sujet, bah, vous serez bien dégoûté d'avoir un sujet sur les bras qui n'est pas joué. Donc, les références, ça peut être plein de choses. Ça peut être des références sur d'autres talks que vous avez donnés. Ça peut être des références sur des articles que vous avez écrits sur le sujet, etc. Ça, c'est des références. Mais si on n'en a pas, c'est pareil, c'est pas discriminant. On le sait. Je veux dire, c'est pas grave, chaque année, on accepte aussi des personnes qui démarrent. C'est pour ça aussi qu'on a mis en place, nous, des talks de 20 minutes en fin de journée, pour essayer de privilégier un petit peu des nouveaux speakers et speakers. Donc, les références, si vous en avez, tant mieux. Ça donnera de l'eau à votre moulin. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Et ça, par contre, ça c'est très important. Les notes pour les orgas. Le plus souvent, les CFP vous proposent ce champ-là. S'ils ne vous le proposent pas, je vous incite très fortement à l'intégrer de façon visuelle dans votre description. Moi, souvent, quand il n'y en a pas, ce que je fais, c'est que je fais une ligne de tiret du 6, là, de tiret, et dessous, j'écris notes pour les orgas. Ce champ-là, comme je vous disais tout à l'heure, la description, c'est un teasing. Et moi, en tant qu'orga, j'ai envie de savoir ce que j'achète. Je veux savoir pourquoi je vote, concrètement. Et donc, les notes pour les orgas, c'est là où on va aller loin dans le détail du contenu. Ça nous arrive chaque année, et moi, je trouve que c'est très bien. On va pouvoir avoir, par exemple, des plans détaillés des conférences. C'est pas forcément, je vous demande pas à tous de faire des plans, mais quand quelqu'un vient avec un plan, bah, c'est bien, parce que du coup, je sais vraiment, je connais le contenu de la conférence. De la même façon, quand on fait du teasing sur des technos, bah, j'ai envie de savoir ce qui va être fait par derrière. J'ai envie de savoir si ça va être approfondi ou pas, etc. Et donc, ce champ notes pour les orgas, il va nous aider. Et donc, il est très important de ne pas le laisser vide, de donner beaucoup d'éléments plus précis qui vont aider au jugement de votre talk, en fait. De même, j'aurais tendance à vous conseiller de faire attention aux deadlines pour les soumissions de CFP. En effet, voici à peu près le flow qu'on subit chaque année vis-à-vis des conférences. Donc vous voyez, il y a le lancement, normalement ça se passe sur 2 mois, donc au bout d'un mois, bon, on a pas mal de confs. Une semaine avant, ça a augmenté un petit peu plus. Et puis tout d'un coup, tout le monde attend la dernière semaine pour soumettre ses sujets. C'est quoi le problème avec ça? Le problème avec ça, il faut revenir encore sur le fait que, je vous disais tout à l'heure, on est bénévole. Et on a des délais à respecter, etc. aussi en termes d'annonce. Un CFP, c'est long. 2 mois de CFP, ça fait déjà pas mal de temps entre le moment où vous avez posté et vous allez être validé. Donc, potentiellement, vous avez envie qu'un CFP, ça ne dure pas 4 mois.
entre le moment où le CFP ouvre et le résultat tombe, parce que vous aurez aussi potentiellement des échéances qui auront évolué. Donc, ce qui se passe dans la plupart des confs, et c'est le cas en tout cas pour nous, pour l'équipe du GDG Nantes, c'est que on donne nos résultats une semaine après la fermeture du CFP. Ce qui veut dire que là, la grande masse de sujets qui sont là, on n'a que 2 semaines pour les ingurgiter en plus de notre travail. Rappelez-vous, on est bénévole. Et donc forcément, les reviews qu'on fait ici, elles sont beaucoup moins qualitatives parce qu'on n'a pas le temps d'aller creuser les sujets, d'aller échanger avec les gens, que ce qu'on aurait pu faire, par exemple, ici. Ici, si j'ai des questions sur des talks, je vais me permettre d'aller discuter avec les speakers ou speakers. Je vais aller leur demander des précisions. Ici, je ne vais pas avoir le temps. Donc du coup, votre sujet sera potentiellement moins bien revu ici. Je comprends le concept, il faut qu'on ait une date de lancement et une date de fin. Mais d'une manière générale, j'aurais tendance à vous dire de plutôt poster des sujets à à un mois avant la fermeture. Ça, c'est pas mal comme deadline. Ça nous laisse le temps d'encaisser et ça nous laisse le temps de faire des allers-retours. Donc, ça, c'est vraiment un point important. Chose cool, vous avez été retenu. Tant mieux, bravo, félicitations. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Il va falloir qu'on prépare son sujet. On va préparer son sujet. Et donc, comment on va faire pour préparer son sujet efficacement? Première chose, on va structurer ses idées. Ça, c'est un truc que je vous incite à faire. La première chose que je fais systématiquement quand j'ai la chance d'être retenu à une conférence, c'est je vais relire le descriptif de mon talk. Parce que comme je vous disais, entre le moment où j'ai posté mon sujet et le moment où il est retenu, il s'est quand même passé potentiellement un mois ou deux. En un mois ou deux, j'ai eu le temps d'oublier quel était le descriptif. Donc, je le relis parce que je vous rappelle, c'était un contrat que j'ai signé avec les participants et avec les organes. Et donc, ça me donne une ligne directrice. Deuxième chose que je fais, alors ça c'est à titre personnel, je vous invite à le faire ou pas, mais je vous incite à avoir un mécanisme similaire. Moi, j'utilise une mind map. Une mind map, donc c'est un outil dans lequel on va poser des idées qu'on va pouvoir structurer après. Moi, la façon dont j'utilise la mind map, elle est simple, c'est que je la laisse ouverte une semaine. Et pendant une semaine, je mets dans ma mind map toutes les idées qui sont en lien avec ma présentation que je vais préparer. Pourquoi je fais ça? C'est pour pouvoir être sûr de rien oublier. Et donc, je ne le fais pas en une fois, parce qu'en général, on n'arrive jamais à penser en une fois à tous les sujets. Il y a toujours des choses qui viennent après, quand on est aux toilettes, sous la douche, etc. Enfin bref. Ça a besoin d'être travaillé. Et pourquoi je m'arrête au bout d'une semaine? Parce que justement, si globalement, au bout d'une semaine où vous étiez en mode de réflexion et il y a une idée qui n'est pas apparue, c'est que c'est sûrement une idée de trop. Et c'est une idée qui va vous faire déborder sur un concept où je reviendrai après. Donc, moi, je fais une mind map, mais par exemple, je sais que j'avais échangé avec des speakers. Il y en a un, par exemple, il colle des post-it partout chez lui. Donc, et à la fin de sa semaine, qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble ses post-it et puis il commence à faire des choses. De la même façon, moi, une fois que la semaine est passée, je rassemble toutes mes idées. Et je commence à structurer chacune et en fait, je vois que mes idées peuvent être rangées par catégorie. L'avantage que ça a, c'est que ça commence à me dessiner des chapitres, en fait. Ça me range finalement mes idées, mes chapitres, et je suis en train finalement de créer mon plan de façon plus structurée grâce à ça. Et donc, on va se poser plusieurs questions. Qui est mon auditoire quand on va créer après notre contenu? Qui est l'auditoire? En fait, en effet, si on prend un sujet technologique et qu'on a envie, qu'on vise un public de DSI, on va vouloir que le DSI, si on veut faire passer des gens sur le cloud, on va avoir tendance à avoir plutôt une vision haut niveau sur les avantages, les use cases du passage sur le cloud. Alors que si au contraire on s'adresse à des développeurs ou des développeuses, le passage sur le cloud, on va vouloir montrer au contraire comment on configure, comment on développe sur le cloud. Pour autant, dans les deux cas, on voit bien qu'on vise une chose, l'adoption du cloud. Donc l'auditoire va orienter le choix avec le prisme avec lequel vous allez délivrer votre contenu. Ensuite, qu'attendent-ils? En fait, c'est très simple. Ils attendent ce que vous avez écrit dans la description. Si vous respectez ce qui était écrit dans la description,
il n'y aura pas de déçu. Ensuite, slide autoporteur. Ça, c'est important comme sujet. Les slides autoporteurs, ça veut dire, est-ce que si je ne suis pas en train de parler, est-ce que si les gens défilent les slides, ils sont capables de comprendre mon contenu? Alors, pour moi, la réponse, en tout cas la réponse que je vous donne aujourd'hui, elle est clairement non. Il ne faut pas que les slides soient autoporteurs. Ce qui est très important, ce qui va casser en fait un petit peu tout ce qu'on a été habitué à créer comme contenu. Depuis longtemps, on nous apprend à créer du contenu qui va être diffusé et restitué. Et donc, en fait, on se retrouve à créer systématiquement du contenu lourd et riche, trop riche, qui va créer énormément de pollution visuelle en fait pour les participants. Et donc, ce qui est très important, c'est de maximiser la transformation, l'exercice de transformation de donner une conférence. Ça, on va le faire comment? On va le faire en simplifiant. On va faire en sorte que si j'ai potentiellement pas de slide, eh ben, je suis capable quand même de donner mon contenu. Dans l'absolu, imaginons là, j'aurais un problème avec mes slides, eh ben, je serais quand même capable de finir cette conférence et de vous donner tout un ensemble de conseils. Parce que la valeur ajoutée, ce n'est pas mes slides, les slides ne sont qu'un support. Et ça, c'est très important à avoir en tête. Je vous incite donc à transformer l'exercice de speaker-speakeuse plutôt que de maximiser l'aspect restitution. L'aspect restitution, aujourd'hui, finalement, il y a des vidéos, il y a des choses comme ça. Partager ces slides, c'est bien, mais ça va surtout servir aux gens qui ont suivi votre conférence et pas aux gens qui ne l'ont pas encore vu. Les gens qui ne l'ont pas encore vu, bah, tant pis pour eux, j'ai envie de dire. Le plus important, ça va être d'assurer le moment où vous partagez avec les gens qui sont en face de vous. Donc les slides ne doivent pas être autoporteurs. Par exemple, on peut créer des URL de présentation. Là, si vous cliquez sur, enfin, c'est pas grave, mais ce que j'ai tendance à faire, moi, c'est que je prépare 2 versions de mes slides. Une version Restit et une version que je joue, toujours. De la même façon, je ne vous conseille pas de mettre des gifs sur du contenu. Alors, à chaque fois, là, je sais que c'est compliqué, là, du coup, pour vous de réussir à suivre, parce que vous êtes happé par ce gif. En plus, j'ai mis du texte, c'est exprès, et du coup, c'est pas simple. C'est pas simple de se concentrer à la fois sur ma voix et à la fois sur ce que vous voyez, qui est en train d'être animé, et en plus avec du texte. Donc, les gens ont tendance à dire de moi que je suis un anti-gif, ce qui est vrai et pas vrai. En fait, j'adore communiquer avec des gifs, mais je déteste les gifs sur du contenu. Pourquoi? Parce que, en effet, le gif est quelque chose qui bouge, qui attire votre regard et qui donc fait que votre attention est beaucoup moindre. Donc, si on a du contenu à passer et qu'il y a un gif, on génère énormément de difficultés auprès du public pour qu'il soit concentré. Les gifs, c'est très bien quand on a besoin de créer des pauses. Si on veut au contraire faire une transition ou des choses et qu'on veut faire marrer le public, un gif, c'est parfait. C'est drôle, etc. Ça peut marcher. Par contre, donner un contenu concret, dur, avec un gif, ça, c'est une mauvaise idée. Ce qui est très important, donc, c'est pour moi le conseil principal sur lequel je vous incite à aller, c'est de vous concentrer sur le focus de votre participant. Quel est l'aspect sur lequel le participant doit s'attarder au sein de mes slides, de façon à quelle est l'information, comment je vais le guider pour que l'information soit la plus simple à digérer, en fait, possible. Donc, soit avec des supports justement assez light, etc., soit à travers des mécanismes d'affichage séquentiel. De la même façon, c'est quelque chose qu'on peut voir très régulièrement. Donc là, il n'y a pas de problème avec mon slide. J'ai mis un slide noir. Un slide noir, ça génère quoi? Eh ben, on n'a pas le choix. On est obligé d'écouter le speaker et ou speakeuse à ce moment-là. Il n'y a rien à l'écran. Donc, on est obligé d'écouter l'orateur ou l'oratrice. On n'a pas le choix. C'est une technique que je vois de plus en plus maintenant. C'est pas mal pour des intros, des conclusions, ou des choses comme ça. C'est assez efficace. Donc, n'hésitez pas de temps en temps à utiliser ça. Par contre, le public n'est pas forcément encore hyper habitué à ça. Et donc, en effet, premier réflexe, il voit un slide noir et se fait « Tiens, il y a un problème ». Ensuite, on arrive dans une autre technique qui s'appelle tuer les chiots. Donc, tuer les chiots, c'est pas l'idée, elle vient pas de moi, elle vient de Olivier Ezrati, quand il a donné une conférence sur l'art de donner des pitchs au Web Today de 2017 ou 2018. Je me souviens plus l'année, mais c'est pas grave. Je chercherai sur Internet. Et donc, il y avait plein de conseils sur l'art des pitchs, et il y avait notamment un truc qui était intéressant sur le fait qu'un pitch, c'est court, et donc il faut savoir choisir le contenu qu'on va délivrer.
Et il arrivait avec le concept des chiots. On va tuer les chiots. Pourquoi les chiots? Parce que justement, c'est mignon un chiot et on n'a pas envie de le tuer. Et le chiot, c'est quoi en fait par rapport à votre conférence? Ça va être cette idée qui a débarqué une semaine après votre mind map ou votre folie d'écrire des post-it et qui fait que ce sera l'idée de trop et que vous allez déborder. C'est ça le chiot. Donc, il faut essayer, tant bien que mal, de se poser la question, quelle est l'idée qui va être périphérique? Ou alors, potentiellement, le chiot, ça peut être aussi le truc que vous n'avez pas réussi à classifier au moment où vous avez fini de poser toutes vos idées. S'il y a une idée qui est toute seule, et si on prend le recul nécessaire, on se rend compte qu'elle est un peu périphérique, ça c'est un chiot. On va du coup ne pas la mettre sur notre conf. Peut-être que ça méritera un autre sujet de conf, c'est pas grave. Donc j'aurais tendance à vous conseiller de miser sur la simplicité. De la même façon, évitez les slides trop chargés, parce que ça fait strictement le même effet qu'un GIF. Là, j'ai volontairement mis plein de trucs, donc il y a un titre, un sous-titre. Là, il y a un texte qui est limite aussi grand que mon titre. De la même façon, ici, il y a une citation, on se dit est-ce qu'elle est importante, etc. Quand on arrive face à un slide comme ça, on ne sait pas dans quel sens lire l'information, on est perturbé, et en plus, il y a de grands risques qu'au moment où j'arrive ici, sur ce texte-là, en fait, vous ayez déjà tout lu. Et donc, moi, ma plus-value, moi, en tant qu'orateur, à vous donner ce contenu-là, en fait, elle est nulle. Donc ça, c'est clairement à bannir. De la même façon, ça c'est plus à titre personnel, je ne suis pas ultra fan des slides sans style. Ça me donne l'impression de revenir à l'université. Mais bon, ça c'est juste un goût personnel. Là par contre, ça c'est un vrai truc, éviter les thèmes sombres, parce que tout le monde n'a pas la chance de donner des conférences dans des cités des congrès. Des fois, on donne des conférences aussi dans des endroits où on n'a pas mieux qu'un vidéoprojecteur qui est en VGA avec des contrastes tout pétés et en 800 par 600. Ça arrive encore. Ça m'est arrivé pas plus tard qu'il y a 6 mois. Et bien là, très clairement, les thèmes sombres, ça ne rend pas bien. C'est très très mauvais en termes de rendu. Et donc là, du coup, la lisibilité de vos slides, elle est détruite. Donc, même si on en voit de plus en plus de gens faire des thèmes sombres, c'est beau. En effet, si vous savez que ça ne va passer que dans des contextes où vous aurez des super écrans, etc., à la limite, pourquoi pas. Mais d'une manière générale, j'aurais tendance à vous conseiller de produire des thèmes plutôt colorés, enfin plutôt light en fait. Donc pour ça, on peut vérifier simplement les contrastes. Il y a des sites comme Contrast Ratio qui vous permettent d'aider aussi. De la même façon, évitez les bullet points. Je vous laisse lire. Voilà. Je vous laisse lire parce que c'est justement c'est l'idée derrière un slide à bullet point. C'est qu'en fait, quand on arrive sur un slide à bullet point, qu'est-ce que fait notre œil? Qu'est-ce qu'on fait nous? On veut tout lire. Résultat, quand j'arrive sur le dernier point, vous avez déjà tout lu. Et donc ça ne sert à rien ce que je suis en train de dire en fait. C'est dommage. Et ça, les bullet points, en fait, ça nous vient de l'université. On est habitué à, ça nous vient de nos cours. On a été habitué à structurer nos données. Et en fait, si on a une bullet point, c'est qu'on a une idée à développer. Et donc, si on a une idée à développer, pour moi, c'est une idée égale un slide. Si on met des bullet points à la limite, parce que vous êtes vraiment attaché à ça, faites du séquentiel. Réduisez le texte, mettez en avant des aspects importants et faites-les afficher point par point. C'est vous qui contrôlez le focus. Rappelez-vous, c'est ça qui est important. Donc, de cette manière-là, je délivre le même contenu, pour autant, j'y vais point par point. Et si j'y vais point par point, vous suivez beaucoup plus facilement le contenu que je vais vous délivrer. Mais d'une manière générale, moi maintenant, je suis passé à une idée égale un slide. Si j'ai quelque chose qui commence en bullet point, je ne vais pas le transformer en bullet point, je vais le mettre un slide. Comme ça, en fait, je suis sûr de pas oublier. En plus, si j'ai un slide, je ne vais pas oublier un point. Donc, je vais pouvoir détailler et expliciter. Vous voyez bien, en fait, le fait que je parle sur ce slide, ça prendra autant de temps que ce que je prenais quand j'avais mon slide avec tous mes bullet points. Je sais que c'est pas évident. Ça, c'est une des transitions que j'ai eu le plus de mal à faire. Mais cependant, c'est quelque chose qui sera plus efficace après en termes de dispension de contenu. Évitez aussi d'avoir plus de 2 fontes par slide. Alors, je ne dis pas qu'on ne peut pas mixer plusieurs fontes au sein d'un deck. Alors, ce que j'appelle un deck, c'est un ensemble de slides.
Et un slide, ça, par exemple, ça, c'est un slide. Donc, il faut éviter d'avoir plus de 2 fontes. De la même façon, il faut éviter d'avoir plus de 7 mots par ligne. Donc là, il faudrait que je retaille un tout petit peu ma fonte pour être sûr que ça tienne sur une ligne, mais bon, bref. L'idée, c'est pareil, toujours en termes de lisibilité, la personne va être capable de lire facilement 7 mots. S'il y a plus de 7 mots à lire, ça va être plus long, donc du coup, il va perdre l'attention et il ne sera pas concentré avec vous. J'ai tendance aussi à ne pas vous conseiller de mettre d'agenda. À la limite, on peut mettre un agenda en début, en intro, mais pas après. Pourquoi Parce que très clairement, l'agenda n'est pas le reflet de la façon dont on va dispenser notre contenu. Imaginons, j'ai une présentation qui est divisée en 3 chapitres. Et pour délivrer moi le contenu, je peux très bien passer 50-60% de mon temps sur le chapitre 1 et finir les 40% restants sur le chapitre 2 et 3. Ou voire même, ça se trouve, le chapitre 3, il va représenter que les 5%. Sauf que si vous commencez à afficher des agendas et que vous les faites arriver pendant votre conférence, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si on reprend mon exemple des 3 chapitres, je suis participant, j'ai vu que le chapitre 1, il a été terminé au bout, allez, on va faire un extrême, il a été terminé au bout de 80% du temps. J'ai une conf de 50 minutes. À 40 minutes, j'ai fini le chapitre 1. Moi, en tant que participant, je vois ça, j'ai un peu peur. Et du coup, je suis plus concentré sur le fait de, mince, comment il va déborder, que je suis en train de l'écouter. Alors que, en fait, en soi, c'est pas grave. Le chapitre 2 et 3, ils peuvent très bien être donnés dans les 10 minutes qui restent. Et là, l'agenda, lui, ne va pas être le reflet de ça, en fait. Ça, il a pas forcément il peut pas traduire cette information-là pour le participant. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à vous inciter à ne pas mettre d'agenda. De même, c'est important de réfléchir à l'histoire que vous allez créer. Qu'est-ce que j'appelle l'histoire? L'histoire, c'est quand on crée une conférence, on veut amener les gens quelque part. On veut faire en sorte qu'ils suivent notre contenu d'une certaine manière. Parce que c'est plus logique. Par exemple, si on prend l'exemple de cette conférence, je suis parti du point A, qui était de se dire, on a des personnes qui sont intéressées par le fait de devenir speaker-speakeuse, et il faut d'abord, si on veut traiter des sujets, il faut d'abord passer par la case, on casse un peu les mythes, on trouve un sujet, on voit comment le proposer, et maintenant, on est dans la phase de réalisation. C'est une suite logique. J'aurais très bien pu, bien entendu, commencer par la réalisation des slides, finir par le CFP et mettre au milieu le comment trouver un sujet. Je vous aurais donné le même contenu. Mais, d'un point de vue logique, ingurgitation de l'information, c'est plus simple si je le fais dans l'ordre dans lequel je viens de vous le faire. C'est ça ce que j'appelle l'histoire. Et de la même façon, il faut essayer d'introduire des pauses. Pourquoi? Parce que, d'une manière générale, on n'arrive pas à rester concentré plus de 20 minutes sur un sujet. Donc là, je sais que j'en ai perdu plein d'entre vous à plein de reprises. Et donc, j'ai essayé de créer des moments avec des items, des choses, etc. Donc, il faut laisser le temps aux personnes de respirer. Faites des transitions. C'est là où, justement, un GIF, c'est parfait. Donc là, par exemple, allez-y, vous pouvez respirer. On est prêt. OK. On va pouvoir passer à la suite. Parce que du coup, on s'est changé les idées. Maintenant, la plupart du temps, on va vouloir montrer du code ou des démos. Et le problème du code ou des démos, c'est un petit peu la même qu'un slide à bullet point. Un slide comme ça arrive, première chose qu'on fait, on va le lire et on va essayer de le comprendre. Alors que potentiellement, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'amener les participants à comprendre cette ligne-là. Et donc, le participant, il arrive, il va tout lire et il va se dire, ah mince, je ne comprends pas ce qui est écrit là. Et oui, c'est normal qu'il ne comprenne pas parce que, en fait, mon explication de texte, elle n'est pas encore arrivée, ce qui me permet de comprendre cette ligne. Et donc, il faut qu'on réfléchisse à des mécanismes assez simples d'affichage de contenu séquentiel. Le truc le plus simple que je vous propose, c'est la duplication de code avec de l'affichage partiel. Prenons un exemple simple. Voilà. Au début, j'ai juste ce bout de code-là. Ensuite, j'ai un deuxième slide qui apparaît avec une partie, je fais mes explications. Troisième partie, je continue mes explications. C'est très très simple à mettre en œuvre et c'est très efficace d'un point de vue pour donner le contenu. De cette manière-là, je sais que j'ai guidé le regard, l'attention des participants alors que j'étais en train de montrer des slides de code. De la même façon,
si on part sur des thèmes light, on peut utiliser les mécanismes de commentaires. Quand il y a un texte qui est commenté, on sait que potentiellement, on ne va pas avoir tendance à le lire et on viendra au bon moment sur le texte à lire. Quand on a des démos, c'est pareil. Là, il y a un truc, il y a des écrans, c'est riche, etc. Qu'est-ce que je veux montrer? En fait, on va plutôt avoir tendance à highlighter la partie qui nous intéresse. Ça, comment je l'ai fait facilement dans un Google Slide, par exemple, j'ai une image, je la copie, je la colle, donc j'ai 2 fois la version de mon image, et en fait, j'ai créé un masque derrière, donc ça, c'est mon masque gris, et cette version-là, ce truc-là, en fait, c'était le copie-colle de mon image que j'ai croppé et que j'ai remis par-dessus mon masque. Donc ça m'a pris 5 minutes à faire, et pour autant, très rapidement, sans outils, sans trucs très approfondis ou connaissances ultra approfondies de quelconque logiciel d'édition, j'ai pu mettre en avant du contenu. Donc, ça, c'est l'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, je vais focus le regard des participants. Maintenant, est-ce que je dois mettre un slide d'intro? Une question qui revient souvent, est-ce que je dois me présenter? Oui ou non, ou pas? Est-ce qu'on doit se présenter? Pas forcément, ça va dépendre du timing. Par exemple, sur des sujets de 20 minutes, j'aurais tendance à dire 20 minutes c'est court, ça sert peut-être à rien de prendre du temps pour se présenter. De plus, chose très importante, un slide de présentation n'a pas vocation à exposer votre CV. On n'est pas là pour se justifier. Les gens, s'ils sont venus dans votre conf, c'est pas pour vous. Ils sont venus parce que le sujet les intéressait. Et donc, on n'est pas là pour se justifier. Cependant, si on doit mettre un slide d'intro, ce qui arrive, on a plutôt tendance à avoir à respecter un certain nombre de choses. Bon, là, le texte présentation, il sert à rien. La photo, bon, éventuellement, pour ceux qui sont au fond, qui ne voyaient pas. Mon nom, c'est bien pour pouvoir me retrouver. Ici, ça, c'est important. Ça, c'est l'information que je trouve importante. Mon Twitter, parce que c'est comment j'ai envie que les gens interagissent avec moi. Donc, il faut que je leur donne un moyen de me contacter s'ils ont besoin. De la même façon, je vais faire figurer un certain nombre d'éléments supplémentaires, à savoir ma boîte et un organisme. Pourquoi je les fais figurer? C'est en fonction du contexte, bien entendu. Moi, je suis chez Sphere. Chez Sphere, quand on donne une conférence, je ne pose pas de jour de congé. Bon, c'est cool. Merci, merci Sphere de faire en sorte que je n'ai pas de jour de congé à poser. Et de plus, et potentiellement, ils peuvent me payer mon trajet. Donc, je mets le logo de ma boîte parce que c'est pour les remercier. Pareil, ça, c'est le logo des GDE. Je le mets parce qu'aujourd'hui, GDE, ça veut dire quoi? Quand je vais donner une conf dans une conf en France, c'est Google qui paye mon trajet et mon hôtel. Donc la moindre des choses, c'est que je fasse figurer au moins cette marque-là. Sinon, j'aurais l'impression de même pas être reconnaissant vis-à-vis de la marque. Donc voilà. Passer ces informations-là, le reste, on va dire que c'est superflu. Mais il faut donner un élément de contact et éventuellement des références potentielles. Et les citer, bien entendu. Même si ce que je vous disais, c'est vrai, c'est pas, vous ne le faites pas pour votre boîte. Ça, c'est important. Ça, c'est pas pour dire que les slides sont finis, mais c'est plutôt pour penser au fait qu'il faut toujours penser à avoir une conclusion. C'est très, très important d'avoir une conclusion dans ces slides, en fait. Pourquoi? Parce que c'est le moment où vous allez rattraper les gens avec vous et vous allez les faire ressortir avec ce qui était le plus important. C'est un bon moyen, un bon moment de faire un récap et de rappeler à tout le monde les bonnes pratiques. Donc les slides de conclusion, je vous incite à en mettre, voire même d'avoir une image, un truc qui va vous permettre d'avoir la conclusion. Quand terminer ces slides? C'est simple, c'est pas le jour J, enfin c'est pas la veille, je vous conseillerais de le faire une semaine avant. Pourquoi? Parce que ça va vous laisser le temps de faire des répètes, ça va vous laisser le temps de revoir votre contenu de façon sereine. De cette manière-là, vous allez attaquer la semaine qui précède votre conf de façon beaucoup plus saine. Donc, essayez, si possible, de vous astreindre à une finalisation de vos slides une semaine avant. Et à propos du tooling, il y a deux équipes. Il y a la team WYSIWYG, What you see is what you get. Donc, c'est truc classique, PowerPoint, Keynote, présentation, Prezi si vous voulez faire vomir les gens, Google Slide et Slide.os qui est un moteur basé sur Reveal. Ou alors, il y a des moteurs à coder. Bespoke, Reveal, Impress, Dex, Shower, Ruban, etc. Ça, c'est c'est vraiment deux philosophies pour coder, pour faire des slides. Ce qui est important, c'est pas tiens, JF, il utilise quoi et j'ai envie d'utiliser la même chose. Non, c'est
quel est l'outil qui va correspondre à moi, ma pratique, dans lequel moi, je vais me retrouver. Aujourd'hui, en effet, moi, Jean-François Garot, quand je donne des conférences, le truc que j'ai choisi, c'est Reveal. Pourquoi? Parce que je fais des conférences majoritairement sur le web, et la plupart des confs sur le web que je donne intègrent des démos. Je ne peux pas faire, et c'est le meilleur outil que j'ai trouvé aujourd'hui pour intégrer mes démos directement dans mes slides, pour que ce soit le plus immersif possible. Cependant, c'est pas grave. Si quelqu'un se dit, bah non, moi je préfère Google Slide, bah, très bien, qu'à cela ne tienne, utilise Google Slide parce que tu as l'habitude. C'est vraiment, faut tester. C'est bien de connaître les outils, mais par contre, il faut vraiment se poser les questions sur comment vous avez envie d'interagir, quel est le support que vous voulez choisir. Donc les moteurs WYSIWYG sont rapides, permettent de faire des ajustements rapides, des animations facilitées et sont relativement collaboratifs pour certains. Si on prend par exemple l'exemple de Google Slide, c'est ultra collaboratif. Et les moteurs à coder, on est focus sur le contenu. Par exemple, quand j'écris mes slides en Reveal, j'écris du Markdown. Donc c'est très simple. C'est hyper basique. Par contre, c'est beaucoup moins riche visuellement. Mais c'est pas grave. C'est pas ce qui me dérange. Ça, par exemple, ça c'est une presse Reveal.js. Et c'est plutôt collaboratif parce que c'est du code. Et si on veut faire des démos, bah, on peut faire du live coding. Ça, par exemple, ça c'est des choses qui permettent de faire du live coding, Code Mirror, Ace. On peut faire des démos aussi dans des choses type CodePen, StackBlitz ou Code Sandbox. Ou alors, le truc pour la démo ultime, bah, c'est la vidéo. Enregistrer la démo qu'on a envie de faire en vidéo et finalement de faire un commentaire de la vidéo. On ne salue pas la performance, mais est-ce qu'on s'en fout? Le truc le plus important, c'est la restite. Moi, en tant que participant, si quelqu'un me montre une vidéo et qu'il la commente bien et que je comprends ce qu'il y a à l'écran, c'est aussi valable que s'il l'avait live codé ou que s'il était en train de faire la démo en live. Donc, posez-vous ces questions. J'en ai fini pour ce midi. J'ai dépassé de 5 minutes le timing que je m'étais fixé. En conclusion, donc réfléchissez bien, au partage que vous allez pouvoir faire pour l'élaboration de vos sujets. Prenez du recul sur ce que vous faites pour identifier vos sujets. Donnez des références, donnez de l'eau au moulin pour nous, les organisateurs, pour vous aider à sélectionner vos sujets. Et enfin, quand vous serez sur la réalisation de vos slides, le conseil principal que je peux vous donner, c'est vraiment le focus. Essayez de réfléchir à mort à comment vous voulez que les gens suivent la présentation. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je vais arrêter le partage. Ouais, j'ai une remarque slash question. Merci pour la presse. Oui. Personnellement, une des raisons que j'ai pas franchi le pas, c'est que j'ai l'impression d'être trop souvent piégé par le talk, dans le sens où c'est soit trop haut niveau, soit trop bas niveau. Ça correspond pas à ce qui était promis. Ouais. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas il n'y a pas une part de responsabilité dans l'organisation, GDG par exemple, enfin c'est un exemple, dans le fait de faire respecter ce contrat entre le speaker et l'auditoire. Bah, c'est pour ça qu'on a mis en place justement dans les feedbacks maintenant le côté hors sujet. Pour Ouais. permettre en fait aux participants de mettre en avant un speaker qui joue pas le jeu. Parce que en fait, il y a plein de fois où les gens jouent le jeu et c'est ça, et c'est génial. Et ça se passe très bien. On le voit bien en fait. On a créé une grille. En fait, on a créé une grille d'émotions dans laquelle il y a des choses du type pas assez de démos, trop technique, pas assez technique. Et justement, on a rajouté l'année dernière une case qui s'appelle hors sujet, euh, qui a pour but de pointer du doigt les speakers qui ont promis un truc, mais qu'en fait, c'était pas ça. Ouais. C'est Ouais, c'est cool. Je parlais plus en amont, en fait. Est-ce que on ça peut pourrait pas, pas faire partie du definition of ready d'un talk, de définir vraiment c'est qui l'auditoire et de quoi on va parler exactement? on peut pas parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de talk. Et après, il y a des fois aussi des choses où on se fait piéger. Je prends un exemple de ce qui nous est arrivé il y a 2 ans. On avait un speaker, un GDE, qui était très réputé sur une techno. Et donc normalement, en théorie, un GDE, c'est quelqu'un qui est reconnu par Google pour donner du contenu de qualité. Et, euh, et en fait,
il nous a fait un abstract qui était parfait. Le gars, on l'avait déjà vu 2, 3 fois en conférence, il était très bien. Et donc, on n'a pas émis la possibilité qu'il allait nous faire un hors-sujet, quoi. Et en fait, le jour J, la conf, ça correspondait pas du tout à ce qu'il nous avait donné, quoi. C'était très, très, très décevant. Et en fait, on peut pas passer du temps à faire les reviews. En fait, parce que ton truc sous-entendrait qu'en fait, chacun des sujets qui sont proposés, on doit s'assurer que le support qui va être dispensé est déjà rédigé, correspond, et que la personne, la façon qu'elle va le donner, va être bon. Donc imagine, j'ai 500 propositions, ça veut dire qu'il faut que j'ai regardé 500 Oui. conférences. Je comprends bien, je comprends bien. C'était une suggestion. À l'échelle du DevFest, c'est peut-être compliqué. Après, je connais pas le nombre de CFP pour les autres organisations. Pour le GDG Nantes, par exemple. Voilà. Bah, Là, en l'occurrence, je suis venu parce que c'est Jean-François Garot. Je savais que ça allait être bien, mais c'est souvent des inconnus, donc c'est compliqué ouais. de. En fait, je comprends ce que tu dis. C'est malheureusement aujourd'hui un truc sur lequel on n'a pas encore identifié de solution. C'est un vrai problème, hein, mais on n'a pas encore identifié de solution par rapport à ça. Ok, merci. Et j'ai une deuxième question pour enchaîner. Juste en parlant d'auditoire, comment rapidement tu définirais les auditoires du DevFest, du GDG Nantes et du Web Today? Alors, le GDG Nantes, j'aurais tendance à dire, c'est les ultra passionnés plus, parce que c'est des gens qui vont sortir le soir pour aller en meet-up. Donc, c'est des gens qui vont ce sera, je pense que le public le plus technique sera le public des meet-up, parce que c'est des gens qui vont faire la démarche d'aller de sortir le soir, de prendre sur leur temps perso pour aller suivre des conférences. Donc, c'est ceux qui vont être entre guillemets les plus techniques. Du coup, après, au sein du DevFest, bah, on va avoir un public un peu plus hétéroclite qui va mixer des passionnés parce que, bah, en fait, il y a une proportion de sujets qui est vachement vaste et qui est donc une possibilité pour eux de faire de la veille accélérée sur des sujets ouverture d'esprit qui est intéressante. Donc, on va avoir aussi bien des expérimentés que des gens qui découvrent, en fait. Donc, le public est beaucoup plus mix. Et au Web Today, le principe du Web Today à la base est quand même de s'orienter pour tout ce qui était start-up et décideurs. Donc, la grande majorité des participants du Web Today sont pas trop techniques à la base. Ok, merci. Avec avec une vidéo de démo, le risque, c'est d'aller trop vite. Oui, en effet, mais c'est pour ça que alors, la vidéo, ça permet de se poser ça a besoin d'être répété. C'est le cas ultime, c'est le truc ultime pour pouvoir ne pas se planter sur une démo. Par contre, ça demande d'être répété. Oui, c'est peut-être un peu la même chose quand tu fais du live coding, mais l'avantage du live coding, c'est que tu vas prendre le temps soit de l'écrire, soit de faire un copier-coller de ton bloc-notes à côté ou de ton IDE à côté, quoi. C'est ça. Mais après, il y a des gens, je sais plus, j'avais vu un gars qui faisait ah oui, bah ouais, j'ai déjà vu moi des vidéos des gens qui, bah, par exemple, je sais que les développeurs advocates de Google, par exemple, un mec comme Adi Osmani, il fait plus de live coding, quoi. Hmm. Il a que des vidéos, quoi. Et donc après, pourtant ça passe très bien, quoi. J'ai revu au DevFest de l'an dernier, là, c'était Cassie Evan qui avait fait des presse sur de l'animation CSS Ouais, et du coup, elle commentait ses vidéos, mais c'était hyper bien, quoi. Et bah ouais, après, tu te focuses pas sur le code, tu te dis, bah, le code, j'irai le voir sur son code pen, quoi. c'est ça. Donc c'est une autre approche. C'est pour ça. Mm. Réfléchissez. C'est pour ça que j'en parlais parce que je trouve que c'est une approche intéressante. Maintenant, moi, c'est pas l'approche que je suis. En perso, je prends le risque que ça plante. Donc, je suis toujours avec des démos. J'intègre même maintenant du live coding dans mes slides de démo. Donc, je pense que je suis allé assez loin dans la prise de risque, mais après, voilà, chacun voit ce qu'il peut faire. Ne, ce que je voulais dire, c'est ne vous posez pas de barrière par rapport à ce que font les autres. Quelqu'un qui fait bien un commentaire de vidéo,
eh ben, le contenu passera très bien. Et c'est ça le plus important, c'est que le contenu passe en fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ou c'est bon? Merci pour le talk, c'est tout pour moi. Ok. Bon. Eh bien, très bien. Bah, merci à tous. Je vais stopper l'enregistrement.